François Bon, les carnets. Alors, pas question de quitter Kafka en ce moment. Euh, en lisant Gustave Janusz, relisant, évidemment, tu te retrouves à réouvrir. Celui que je préfère, là, c'est le tome 2, Pléiade. C'est celui où il y a l'ensemble des récits. C'est très compliqué de produire une intégrale de Kafka. Personne n'y est arrivé. C'est qu'il y a dans lequel état il est, mon pauvre Pléiade. Kafka. Kafka écrivait linéairement. Dans sa chambre, il y a des cahiers. Le premier, le début en a été arraché et il est numéroté 9 ou peut-être 10. Et ça va jusqu'à 60. Des fois, il y a des cahiers spécialisés, les études de grammaire, hébreu. D'autres fois, il sépare, c'est-à-dire qu'il y a juste après ce très court sommeil là, de 15-20 minutes, quand il revient de son bureau ou de l'usine qu'il suit pour ses parents, c'est hop là, faire le vide. Et là, quand on émerge, là, juste posé sur le canapé avec toutes les contractures, ça c'est aller à sa table et puis noter les dernières images ou une scène de rue, ce qu'on a entendu. Et puis ensuite, il y a la grande séance d'écriture de vers 22h30 jusqu'à 1h du matin, ce qu'on appelle journal, Tagebücher, c'est pas livre des jours, mais on n'a jamais rien trouvé mieux, c'est les cahiers. Moi, je fais des carnets. Lui, cahier, ces cahiers de Franz Kafka, eh bien, ça peut être 4 fois reprendre la même histoire. Tu n'as rien à écrire, eh bien, tu vas reprendre une légende. Prométhée, Ulysse, Don Quichotte. Il réinvente des histoires de Don Quichotte. Si Don Quichotte est rêvé par Sancho Panza. Et là, cette espèce de diffraction presque fractale, c'est Max Brod qui, dans le succès posthume de la traduction du procès et du château, propose du même volume une sélection en 800 pages du journal de Kafka. Et c'est cette traduction qui est la plus classique qu'on trouve en poche, qu'on trouve donc dans l'édition 1954 de Marthe Robert. Depuis, on a, alors en allemand c'est facile, en français il y a eu une édition intégrale chez nous, mais je m'y perds dedans. J'ai plus mes repères et j'ai pas ma langue, alors je bloque dessus. Mais en tout cas, vous savez que c'est cahier ensuite, donc c'est Max Brod qui en hérite. Quand il émigre en Israël, à sa mort, il va les laisser à sa secrétaire, c'est laquelle secrétaire les laissera à des nièces qui... Alors je ne sais même pas si elles sont encore vivantes, mais il y a une dizaine d'années, on trouve plein d'articles là-dessus. L'État d'Israël avait décidé qu'il s'agissait d'un document universel. Ça ne pouvait pas rester propriété privée. Ces deux vieilles dames qui avaient plus de 90 ans, qui vivaient avec une quinzaine de chats, c'était dans une pièce là, de leur arrière-cuisine. À Tel Aviv, on vit chichement. Et là, il y avait encore une soixantaine de cahiers de Franz Kafka qui servaient de litière aux chats. Et puis, quand des gens venaient, prenez-en un. L'œuvre restera à jamais comme ça. Alors, dans ces cahiers, il y avait ces cahiers linéaires et puis d'autres cahiers qui étaient plus, dont ils savaient que ça partait pour une histoire. Ce qu'on nomme cahier B, par exemple. Je m'étais dit, je suis dedans. Je vais lire un texte. Et celui que j'avais en tête, peut-être à cause de la saison, peut-être à cause d'Israël, voilà, ça fait 2 grandes pages de Pléiade. Traduction Alexandre Vialat. À cheval sur le seau à charbon. Fini le charbon. Le seau est vide. La pelle ne signifie plus rien. Le poêle souffle glacé. La pièce est gonflée de froid. Par la fenêtre, on voit les arbres raidis de givre. Le ciel n'est plus qu'un bouclier d'argent qui s'oppose à toutes les prières. Le ciel n'est plus qu'un bouclier d'argent qui s'oppose à toutes les prières. Il me faut pourtant du charbon. Je n'ai pas encore le droit de geler. Derrière moi, le poêle impitoyable, devant moi le ciel qui ne l'est pas moins.
Je dois passer juste entre les deux pour aller demander secours au charbonnier. Malheureusement, il est blasé sur mes prières ordinaires. Il faut que je lui prouve par A plus B que je n'ai plus le moindre atome de combustible, qu'il peut être pour moi le soleil au firmament. Il faut que j'arrive comme le mendiant qui veut mourir au seuil de la maison, râlant de faim, pour décider la cuisinière à lui ingurgiter le dernier marc de café. À moi, il faut que le charbonnier, furieux, mais ébloui par l'évidence du commandement « Tu ne tueras point », jette une pelletée dans mon seau. Rien qu'à me voir, il faut déjà qu'il s'y décide. Je vais y aller à cheval sur le seau, à cheval sur le seau à charbon, la main en haut sur l'anse, la plus simple des reines. Je descends donc péniblement mon escalier, mais en bas, le seau s'élève. Magnifique, magnifique. Des chameaux couchés sur le sol ne se lèvent pas plus splendidement en se secouant sous le bâton du conducteur. Dans la rue, gelé, trop régulier. Je monte parfois jusqu'au premier étage, jamais je ne descends jusqu'aux portes. Et devant la voûte du sous-sol du charbonnier qui écrit, accroupi à sa petite table, au fond de sa cave, je ne suis jamais monté si haut. Pour faire partir l'excès de chaleur, il a laissé sa porte ouverte. « Charbonnier !» lui dis-je en criant dans le nuage de mon haleine, d'une voix que le froid rend caverneuse. « S'il te plaît, charbonnier, donne-moi un peu de charbon. Mon seau est si bien vide qu'il peut me servir de cheval. Et cette bonté, je te paierai dès que je pourrai. » Le marchand se met la main encornée sur l'oreille. « Ai-je bien entendu ?» demanda-t-il en se tournant du côté de sa femme qui tricote sur le banc du poêle. « Ai-je bien entendu ? Un client ?»« Je n'entends rien, » dit sa femme, qui respire tranquillement sans lâcher ses aiguilles, le dos au poêle doucement chauffé. « Si, si, dis-je en criant, c'est moi, un vieux client, un dévoué, un fidèle, mais sans ressources en ce moment. » « Femme, dit le charbonnier, je te dis qu'il y a quelqu'un. Je ne peux pas me tromper à ce point. Il faut que ce soit un vieux client, que ce soit même un très vieux client pour savoir trouver ses accents. » « Que te prend-il donc ?» dit sa femme, et elle se repose un instant en pressant son travail de tricot sur son cœur. Il n'y a personne. La rue est vide. Tous nos clients sont servis. Nous pourrions fermer pour des jours et nous reposer. Vous ne me voyez donc pas sur mon seau à charbon, dis-je, en riant, et de cruelles larmes de froid voilent mes prunelles. Levez les yeux, regardez donc par ici, vous allez me voir. Je vous demande une simple pelletée, et si vous m'en donnez 2, vous me verrez fou de joie. Tous vos clients ne sont-ils pas pourvus ? Ah que ne l'entends-je déjà sonner au fond de mon seau ? J'arrive, dit le charbonnier, et de ses courtes jambes, il s'apprête déjà à monter l'escalier quand sa femme le rattrape, le saisit par le bras et dit « Tu vas rester. Si tu t'obstines, j'irai moi-même. Rappelle-toi ta mauvaise toux de cette nuit. Mais pour la moindre affaire, même la plus chimérique, tu oublies femme et enfant, tu piétines tes poumons, j'y vais. Alors, dis-lui bien toutes les sortes que nous avons en magasin, je te crierai les prix. » « Entendu, dit sa femme, et elle monte jusqu'à la rue. Naturellement, elle me voit aussitôt. « Votre serviteur, lui dis-je, madame la charbonnière. Une simple petite pelletée de charbon, voilà mon seau, je le rapporterai moi-même chez moi. Une pelletée, du plus mauvais, je paierai le prix, évidemment, mais pas tout de suite, pas tout de suite. » Quel son de cloche forment ces 4 mots, pas tout de suite, qu'ils se mêlent de façon troublante à ceux qu'égrène juste à ce moment le clocher voisin.
Alors, que veut-il demande le charbonnier. Rien, lui répond sa femme, ce n'est rien. Je ne vois rien, je n'entends rien. 6 heures sonnent, voilà tout. On ferme. Le froid est affreux. Demain nous aurons encore certainement beaucoup de travail. Elle ne voit rien, elle n'entend rien, mais elle n'en dénoue pas moins les cordons de son tablier et le secoue pour me chasser. Hélas, elle y parvient. Mon seau a toutes les qualités d'un bon cheval de selle. Il manque de résistance, il se trouve trop léger, le vent d'un tablier de femme suffit à lui faire quitter le sol. Méchante, ai-je encore le temps de jeter à la charbonnière, tandis que, se tournant déjà vers sa boutique, elle secoue sa main en l'air d'un geste de mépris et de satisfaction. Méchante, je t'ai demandé une pelletée de ton plus mauvais charbon, et tu me l'as refusé. Et là-dessus, je m'envole au pays des icebergs, et je m'y perds à tout jamais. Franz Kafka, probablement 1917.